baignade, stand-up paddle. En été, le lac de Bienne, c'est synonyme de loisir, mais ça n'a absolument pas toujours été comme ça. Pour en parler aujourd'hui, l'historienne star de la ville de Bienne, à quelque part, Madame Vic, bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Âge et de l'histoire de la ville de Bienne. Le lac, ça n'a pas toujours été un espace de loisir. Ah non, le lac était plutôt un danger. Et c'était plutôt un endroit où on profitait des possibilités qu'il offre à l'époque. Des possibilités surtout économiques, on va en parler tout de suite après l'info du jour. La police du lac a tenté de réanimer une personne trouvée dans l'eau. Elle est malheureusement décédée. Faut-il sensibiliser la population au danger de la baignade ? Une passion commune. Un enfant de 11 ans et un homme de 90 ans partagent la même fascination pour un crash qui s'est produit à Orvin en 1936. Pas seulement jouer aux jeux vidéo, mais créer son propre jeu. Ces enfants participent à un concours de programmation à Nido. Hier soir en fin de journée, une personne âgée est décédée dans le lac à Luchert. Valentin Rodriguez, gérant du kiosque au bord du lac depuis 30 ans, est bouleversé. Oui, c'était très impressionnant et je suis quelqu'un de très émotif et ça m'a beaucoup touché, c'est clair. Ça s'est passé sur mon lieu de travail et ce n'est pas du tout agréable quand quelque chose comme ça se produit. La police cantonale bernoise a été informée à 16h40 de la disparition d'une personne qui s'était baignée dans le lac de Bienne. Les collaborateurs de la police du lac l'ont immédiatement recherché et quelques instants plus tard, ils l'ont retrouvé à proximité du port de Luchert en direction d'Erlach. Les tentatives de réanimation de la police et des ambulanciers n'ont pas pu sauver l'homme de 81 ans. Beaucoup de personnes ont été choquées, elles regardaient de loin, personne n'a pu s'approcher et il y avait beaucoup de gens parce que c'est mardi soir. Les accidents de baignade sont plus fréquents par temps chaud lorsque davantage de personnes se mettent à l'eau. Au cours des 10 dernières années, 46 personnes se sont noyées en moyenne chaque année en Suisse. Cette année, il y en a eu 3 dans le lac de Bienne. Pour prévenir les noyades, la Société suisse de sauvetage SSS fait de la prévention. Mais elle n'atteint jamais tout le monde. La présence médiatique était très importante ces dernières semaines, mais il y a quand même des accidents qui ont lieu. Ça montre que cette prévention a ses limites. On ne peut pas atteindre tout le monde, cette information arrive jusqu'aux gens, mais ce n'est pas garanti qu'ils la reçoivent de la manière dont nous le souhaitons. La SSS recommande par exemple de ne pas aller nager seul en cas de malaise soudain. Dans le cas de Luchert, l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne pense qu'un problème médical est à l'origine de l'accident. Dans cette boîte se cache un trésor, des débris d'avion. Ils proviennent d'un crash qui s'est produit sur les hauteurs à Orvin en 1936. Des objets qui passionnent 2 générations complètement différentes. Joey Vicenzi a 11 ans et Erwin Leschot en a 90. Ils sont tous 2 collectionneurs. Celui-là, là-dedans. Le gros morceau. Ah, ça, c'est l'aération de la porte. Il y a plein de trésors dans cette boîte. Ça, c'est sûr, hein. Et même encore en haut, il y en a. Ces débris sont les restes d'un Junker, un avion militaire allemand qui, en plein hiver, lors d'une tempête, s'est écrasé contre une falaise. Un accident qui a fait les gros titres des journaux de l'époque. Sur les 5 membres de l'équipage, 3 sont décédés et 2 ont survécu. Un des survivants a été soigné dans la région et a fait une belle rencontre avec une Orvinoise. Ils se sont ensuite mariés et ont eu des enfants. En face de la falaise où s'est produit le drame, les 2 collectionneurs ont tenu à nous raconter l'histoire. L'altomètre était mal réglé, il indiquait 200 mètres alors que c'était à 20 mètres d'altitude. Ils ont vu la montagne, ils ont voulu remonter en tournant en même temps. Ils se sont arrachés l'aile, l'avion est retombé et a explosé 2 fois. L'histoire est tellement... Comment est-ce qu'il faut dire ça? On a fait un film. Hein. Ça commence avec une catastrophe, puis ça finit par une histoire d'amour. Erwin Leschot avait 4 ans quand l'accident a eu lieu. Et c'est juste après le crash que l'envie de collectionner des débris l'a pris. J'aurais voulu prendre la roue arrière de cet avion. Parce qu'on n'avait pas de jouet à cette époque-là. Et puis, ils n'ont pas voulu me la donner. Et puis, je suis toujours resté attaché à cette histoire parce que je suis un récupérateur
de vieux objets de toutes sortes. Joey Vicenzi a la même fascination pour ce crash. Il a poursuivi la collection et a trouvé de nombreux objets. 2-3 bouts de moteur, beaucoup de bouts d'ailes, de carlingues. Avec Lars, un de mes copains, on a trouvé un cadran pour le pare-brise. Et du coup, il est à nous deux, du coup on le cache en forêt. Et la recherche de débris se poursuit. Joey Vicenzi a prévu de faire une nouvelle ascension sur les lieux de l'accident au mois de septembre. Tandis qu'Erwin Leschaud a choisi, à 90 ans, de se concentrer plutôt sur la recherche de documents. L'histoire de ce mystérieux crash continue de s'écrire. Levin, pendant ses vacances d'été, fait de la programmation sur son ordinateur. Il participe au Code Camp, il vient de passer 3 jours à programmer un jeu. Je suis en train de jouer au jeu que j'ai programmé moi-même. Et ça fonctionne ? Oui, mais c'est très dur. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est comme jeu ? Je dois sauter jusqu'à la ligne d'arrivée et je dois collecter des diamants pour avoir des points. Et aussi des bidons, ce qui me donne des vies supplémentaires. Comme ça, je peux continuer à jouer. Durant ce Code Camp qui se déroule à Nido, 16 enfants répartis en petits groupes apprennent comment faire leur propre jeu vidéo. Louis Berthelet fait partie des responsables du camp. Il veut apprendre aux enfants des choses qui pourront leur être utiles dans la vie. Et même s'ils ne vont pas forcément devenir des pros, ils ne vont peut-être pas forcément continuer dans ce domaine-là, c'est très intéressant pour eux pour avoir une certaine vue un peu derrière les coulisses, comment ça se passe, comment en fait une application, un jeu vidéo ou bien un site web est créé et comprendre un peu mieux en fait, le monde dans lequel on vit. Lionel apprend également à programmer son propre jeu vidéo. Il participe pour la 2e fois à un Code Camp. Lui et ses camarades ont choisi de participer à ce cours pour plusieurs raisons. Programmer des jeux vidéo, c'est mon grand rêve. On est dans ce camp parce qu'on a voulu apprendre à faire de la programmation, à pouvoir se créer son propre univers. Ici, Wouter Schaffen. Et puis chez moi, c'est parce que ma mère m'a demandé et puis après j'ai dit oui. Je suis venue à ce camp pour faire de la programmation et c'était près de chez moi. Ces camps sont originaires d'Australie et ont lieu en Suisse depuis 2017 dans toutes les grandes villes. Les responsables de l'organisation constatent qu'il est difficile pour les enfants de rester aussi longtemps assis et concentrés. Au début surtout, c'est des concepts quand même vachement abstraits. Et du coup, quand on ne comprend pas ce qu'on fait, ça peut être compliqué à rester concentré. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un suivi très étroit avec les enfants. On a toujours aussi des assistant teachers un peu en arrière-plan qui vont essayer d'aller individuellement vers les enfants. Et comme ça qu'en fait vraiment chaque enfant comprend vraiment bien ce qu'il fait et arrive à suivre le cours. Et comme ça on les garde en fait motivés et concentrés pour l'école. Le groupe d'enfants âgés de 7 à 12 ans prend sa pause à l'extérieur. Un peu d'air avant de retourner derrière les écrans et de replonger dans leur monde de gamers. Madame Vic, on est au-dessus du canal de la Thielle, à 2 pas du lac de Bienne. Est-ce que le lac a toujours porté ce nom ? Non, il avait des autres noms. Au Moyen-Âge, il s'appelait lac de Nuquerolles. Nuquerolles, c'était une habitation, une petite ville, une sorte de ville vers le Landron. Et puis, il s'appelait aussi lac de Erlach, de Serlier, et puis lac de Bienne aussi. Mais pendant une grande période, il s'appelait lac de Nido, qui était effectivement plus correct que le lac de Bienne. Alors, à l'époque du Moyen-Âge, ce paysage ici autour de nous, ça ressemblait à quoi ? C'était beaucoup plus naturel. Il n'y avait même pas des villages le long du lac. Ça veut dire aux rives gauche, aux rives droites, il y avait les villages qui existent toujours, mais qui sont tous un peu élevés. Et puis à l'autre côté, on avait les villages comme Douane ou Glérès, qui existaient toujours, mais qui étaient aussi plus près de l'eau. Qu'aujourd'hui, c'était effectivement un peu autrement. Et puis, vous avez une représentation du lac du début du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui? On voit Nido ici. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, ça c'est la sortie de la Thielle, du lac, à peu près dans la région où nous sommes, où on voit très bien que Nido, effectivement, était très proche du lac et surtout directement à la sortie de la Thielle. Et ça, c'était un endroit assez important pour l'utilisation du lac comme
chemin de commerce, comme chemin pour des transports. Donc c'était vraiment à ça que servait le lac et d'ailleurs les cours d'eau aussi en Suisse pendant longtemps, c'était vraiment le transport de marchandises. Qu'est-ce qui transitait ici? Quel type de marchandises? Toutes sortes qu'il faudrait transporter du sud au nord, du nord au sud, mais surtout du sud. Ça veut dire du vin et encore une fois du vin, soit de la France, soit du Léman. Et puis bien sûr le sel qui était aussi important parce qu'il n'y avait pas de sel, il faudrait l'importer. Donc la plupart du lac, ou le lac lui-même était dans la propriété de Berne, c'était surtout les salines de baie qui produisaient ce sel, ce or blanc qui était important. Et puis alors justement, il existait une voie navigable de la mer Méditerranée à la mer du Nord en passant par le plateau suisse. C'est plus du tout possible aujourd'hui de traverser comme ça la Suisse par bateau. Comment c'était possible ça? C'était possible à cause du canal d'Entreroches. C'était un canal construit au XVIIe siècle qui existait à peu près 200 ans. Et qui était très important avec plusieurs écluses pour monter un peu et plusieurs pour descendre. Il traversait une colline. Et puis justement, il a été construit parce que les chemins terrestres n'étaient pas facilement praticables. Oui. Les chemins terrestres étaient dans un état pitoyable. C'était au cours du XVIIIe siècle où ça a amélioré un peu. C'était surtout aussi Berne qui était très innovatif point de vue réorganisation des chemins terrestres. Mais pour les transports, si toujours possible, on utilisait les eaux. Toujours en compagnie de Marguerite Wick pour parler du lac de Bienne entre le Moyen-Âge et la correction des eaux du Jura. On l'a vu, ce lac de Bienne, c'est un espace économique important, un lieu de transit des marchandises. Alors les Biennois, les Nidoviens, ils se sont pas mal enrichis, j'imagine. Les Biennois, peut-être moins. Là, pour Bienne, le lac n'avait une assez petite importance, point de vue vie économique, mais aussi du reste. Mais pour Nido, c'était certainement quelque chose qui était d'une certaine importance. Mais il faut savoir que les entrées des douanes, ou tout ce qui était, c'était Berne, c'était la ville et la République de Berne. Mais Nido, certainement, il y avait des personnes qui y travaillaient pour le transport, pour le changement des bateaux du lac au bateau fluvial. Et puis il y avait certainement aussi des personnes qui travaillaient comme bateliers, etc. Alors certainement. Si les Biennois, eux, ils n'ont pas pu s'enrichir grâce au lac, vous disiez? Non, je dirais non. Ils Pourquoi? ont pu profiter des poissons, certainement aussi des poissons de la Suze, mais le débarcadère pour les marchandises, c'était Nido. Il y avait un débarcadère juste à côté pour Bienne, mais c'était pas tellement grande importance que celui de Donc Nido. c'est plutôt les Nidoviens qui ont pu, on va dire, en profiter. Et vous parliez des poissons tout à l'heure. Est-ce que tout le monde avait le droit d'aller pêcher pour se nourrir le soir? Non, je crois on n'a pas disons des chiffres exacts comme ça. Mais la pêche, c'était toujours quelque chose qui était sous les auspices du pouvoir, ça veut dire des seigneurs. Chez nous, c'était le prince-évêque de Bâle et la ville aussi, bien sûr, mais c'était quelque chose qui n'était pas accessible à tout le monde comme ça. Donc ça ne faisait pas partie des mets quotidiens, du repas quotidien des gens? Et puis les poissons, en général, c'était plutôt une délicatesse
une nourriture de tous les jours. En plus de ça, donc, le lac était aussi justement très sauvage, avec les rives qui étaient pas encore aménagées, avec l'eau qui montait et qui descendait. C'était un danger pour la population, ce lac? Non, pas directement, parce qu'il n'y avait pas de bâtiments sur la plaine où il y avait de l'eau normalement. Pas très proche de l'eau? Pas très proche de l'eau. C'était plutôt la Suze qui a inondé la partie construite de Bienne. Par contre, il y avait pas mal de marécages à cause de cette eau, et puis ça a apporté, c'était vecteur de maladies. Oui. On avait du malaria même dans tout le Seeland avant la correction des eaux du Jura. Et puis, bien sûr, Nidau, c'était un petit Venise, c'était plein d'eau, plein de cours d'eau partout. De petits canaux qui traversaient la ville, donc très joli aussi, mais voilà quand même vecteur de maladies. Est-ce qu'on pouvait boire cette eau? Je dirais plutôt non, parce qu'il était sale, il était contaminé par des déchets, par des excréments, peut-être aussi un peu par quelques comment est-ce qu'on dit, handwerker, artisans, mais normalement pas, non. C'était l'eau des sources et l'eau du sol. Pour finir, pour parler de ce canal d'Entre-Roches, donc qui a permis de faire transiter des marchandises par les cours d'eau, par les lacs à travers toute la Suisse. Ce canal donc a été démonté vers 1830. Pourquoi finalement? Pourquoi on ne l'a pas maintenu? Ça aurait été pratique. Entre-temps, il y avait des autres possibilités. C'était pas encore vous avez dit 1829, mais il était plus dans un état vraiment de l'époque. Entre-temps, on avait des autres méthodes et il semble que il ne marchait plus tellement. Il était quand même, c'était pas cette rentabilité qu'on s'est promis au début. Et puis, les voies terrestres étaient plus pratiques au fin de compte. Voilà. C'était les grandes routes, les chaussées qui ont été rétablies et qui étaient dans un meilleur état. Madame Wick, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Demain, on continue à parler du lac, cette fois-ci d'un point de vue des sciences naturelles. C'est demain dans l'Info été.